Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Je ne sais pas si vous connaissez Andrew Cohen. Non, c'est un éveillé très connu. Personne ne le connaît, c'est ça l'éveillé très connu. Punja, donc, qui était disciple de Ramana Maharshi en Inde. Et Punja a eu, il y a 25 ans à peu près, un premier disciple occidental donc, qui s'appelait Andrew Cohen, qui était un Américain. Plus tard, il a eu Gangaji comme disciple, plus tard, il a eu Mooji comme disciple. Et Andrew Cohen donc, est le premier en fait, de ces occidentaux qui ont été reconnus par Punja. Et donc, il a écrit des tas de livres, il est connu et reconnu dans les milieux de l'éveil depuis des années pour tout son travail sur l'éveil collectif, toute la dynamique de l'éveil qui n'est pas seulement l'éveil individuel mais l'éveil au service de la collectivité. Voilà, ça fait 27 ans qu'il enseigne et il y a quelque temps il a publié sur son blog où il écrit régulièrement des articles, un article dans lequel il disait qu'après 27 ans de transmission en tant qu'instructeur, il venait de se rendre compte, suite au miroir répété qui lui avait été tendu par des proches, il venait de se rendre compte que, en fait, son ego était toujours là, et bien là, et que non seulement il était là, mais qu'il avait eu des zones on va dire des angles morts qu'il n'avait pas vus, et dont il constatait que ça avait eu des effets assez désagréables pour son entourage, puisque en fait certaines personnes lui pointaient des façons d'agir qu'il avait par rapport à elle, et puis lui niait en fait visiblement. Et donc après s'être rendu compte de tout ça, il dit sachant que la définition habituelle de l'éveil c'est la disparition de l'ego, découvrir que mon ego est toujours là, et en plus que j'agis d'une certaine façon depuis des années dans une forme d'évitement et de refus de le voir, me met dans une situation où je veux aller travailler sur moi à ce niveau-là. Et donc je vais prendre une période sabbatique d'une durée indéterminée pour cheminer là-dessus et essayer de devenir un meilleur enseignant. Alors, je trouvais ça très, très honorable de ne pas se voiler la face et de l'annoncer publiquement. Hein. Et en même temps, je trouvais ça un endroit, j'étais atterrée quelque part pour lui. Et je me disais, oui, tout vient du début de la phrase et de la croyance, l'éveil et la disparition de l'ego. Et si je crois que l'éveil et la disparition de l'ego, si je confonds cette entrée dans le courant, si je confonds cette capacité à être conscient de cet espace, à être consciemment cet espace que nous sommes, si je confonds cette capacité, et surtout si je confonds ma capacité à pouvoir m'identifier avec cet espace, avec la disparition de l'enfant moi, je peux croire que je suis éveillé, dans une définition de l'éveil qui serait cette disparition du moi. En fait, je me rends compte qu'au final, tout ça a à voir avec mais qu'est-ce que nous croyons qu'est l'éveil, par exemple? Ou qu'est-ce que nous croyons qu'est être évolué? Parce que peut-être vous ne cherchez pas l'éveil, mais la question, au fond, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Et comment on croit qu'on va y arriver? Et ensuite, quel modèle on prend pour ça? Et suivant ce qu'on cherche, et suivant les modèles qu'on prend, évidemment, on n'arrive pas au même endroit. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Et je regardais, je me disais, waouh, mais comment il a pu mettre 27 ans, quoi? Donc, Jeff Foster, qui est assez taquin, c'est pas privé de dire ouais, c'est pitoyable qu'il ait mis autant de temps pour. C'est pathétique qu'il ait mis autant de temps, mais oui, mais bon, c'est son destin. Non, mais c'est la volonté, je veux dire, c'est. Si la vie lui donnait les moyens de s'en rendre compte avant, il s'en serait rendu compte avant. Donc moi, j'ai jamais de ce genre de. Enfin, si je l'ai dans l'instant premier, ça me traverse, vraiment, mais quel con. Mais pas 20 ans à te rendre compte que t'es collé à l'arrière-plan, puis que tu. Bon. Mais si, ben si c'est ce qui est en train de se vivre en toi, ben si, tu fais ça. Bien sûr.
Et du coup, j'ai appris ça juste avant d'aller à Nice, à cette grande rencontre, qui m'inquiétait un peu, je vous avoue, cette grande rencontre, parce que je me disais, mais d'où ils sortent tous ces gens, quoi? Ça va pas ou quoi? Non, non, mais c'est vrai, j'étais inquiète de me dire qu'est-ce qu'ils projettent pour venir aussi nombreux. Et j'étais encore plus inquiète de comment moi je vais réagir à cette projection d'autant de gens. Et est-ce que une de mes parts, premier de la classe, là, de l'arrière-plan, va pas vouloir jouer à faire les veillées, à faire... sachant que j'étais invitée, en France, il y a 2 lieux qui sont les passages obligés pour les éveiller, c'est le Petit Mât dans le sud de la France et le Forum 104 à Paris. Et donc je suis au Forum 104 à Paris le 15 novembre, et là j'étais invitée au Petit Mât par une éveillée du coin qui aime beaucoup mes vidéos, qui s'appelle Nicole Montineri, et qui m'a dit, alors que je voulais aller la visiter, elle m'a dit non, je crois que ça serait mieux si vous veniez faire une rencontre au Petit Mât. Voilà. Moi, ça me faisait un peu space de voir mon nom dans la liste entre Jeff Foster, Tony Parson et compagnie. Bref. Et j'ai appris donc ça juste avant de partir au Petit Mât, et je me suis dit, mais franchement, s'il y a une chose sur laquelle je suis très claire, c'est que l'éveil, c'est pas la disparition du moi, quoi. C'est pas la disparition de l'enfant moi, c'est pas la disparition de quoi que ce soit, c'est l'inclusion de tout. Et donc ça veut dire se détendre avec tout ce qui nous arrive, quoi. Parce que, oui, au quotidien, on peut vraiment avoir du mal à se détendre avec ce qui nous arrive, hein, bon, ça c'est clair. Mais se détendre avec le fait que j'arrive pas à me détendre avec ce qui arrive, par exemple. Être détendu dans le sens de... Je me dis pas que je devrais être autrement, quoi. Je ne me dis pas que je devrais être autre chose. Je me demande pas à quoi ça ressemble un être éveillé ou un être spirituellement évolué, ou est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, enfin tous ces dictates extérieurs à nous. Et je suis vraiment allée à Nice juste avec cette intention de me dire, mais quoi qu'il arrive, je veux vraiment juste être ce que je suis, quoi. Avec toutes mes conneries. Et les raconter, quoi. Et j'ai vraiment vu, et je leur ai dit après, je leur ai dit, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait là, parce que ils ont été tellement touchés par ça, en fait. Et que c'était pas 2-3 personnes, c'était 140 en une fois, que ça m'a vraiment convaincu au niveau de l'expérience. Que oui, bien sûr, c'est de ça dont on a le plus besoin, c'est de découvrir que la détente ne peut survenir que quand nous sommes Dieu. Et qu'est-ce que c'est quand Jésus dit « Soyez parfaits comme mon Père du ciel est parfait », quand le Père du ciel, on lui dit « C'est quoi ton nom ?» Il répond « Je suis ce que je suis ». Je suis en train d'être, en hébreu, c'est un temps qui est progressif, enfin, c'est comme le présent progressif en anglais, I am being what I am being, je suis en train d'être ce que je suis en train d'être, voilà, c'est ça la perfection. Je suis en train d'être ce que je suis en train d'être. Je mange des chamallows. Et voilà ce que je suis en train d'être, la perfection divine se manifestant en tant qu'Isabelle Padovani mangeant des chamallows. Voilà. Et c'est ça qui est. Et c'est aussi qu'en cet instant, il y a une part de moi qui n'est pas contente, parce que c'est une part qui pense à ma ligne et qui n'est pas... Et tout ça est en même temps. Et tout ça, je peux me détendre. Je peux me détendre. Et quel soulagement quand j'ai plus à essayer d'être autre chose. Juste quand il me reste la notion de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce que je choisis. Et que j'essaye petitement chaque jour. Moi par exemple je veux être en relation, donc je sais que pour ça je veux un cœur ouvert, et donc je sais que mon cœur va être brisé. C'est un des choix. Il reste juste des petites choses comme ça qui sont des petits repères quotidiens, tout simples, et dans lesquels toute imagerie d'épinal auréolée sur quelqu'un va nous empêcher de nous rencontrer, en fait. Je vous recommande aussi de lire, en ce moment il est sorti, c'est pas en ce moment, c'est un moment que c'est sorti, ça s'appelle Vie dans l'ombre. Vie dans l'ombre de Krishnamurti. C'est écrit par la fille de la maîtresse cachée de Krishnamurti pendant plus de 40 ans, qui était la femme de son gestionnaire. Vie dans l'ombre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, parce que elle parle avec tellement d'amour de Krishnamurti, elle l'adorait, c'était comme son oncle, hein. Et en même temps elle raconte comment il changeait
comment il prenait entre guillemets le personnage Krishnamurti dès qu'il entre dans la pièce où il y a tout le monde, et comment après dans un homme qui toute sa vie a parlé de chasteté, a parlé de l'amour inconditionnel, qui ne se manifeste pas, et il était fou amoureux de sa mère, quoi. Pendant 40 ans, il lui faisait des déclarations enflammées, il était avec elle comme un petit enfant, enfin... Et je regardais, je dis waouh. Et où une fois, parce que bon, elle a toutes les lettres de sa mère. Bon, après, quand elle était adulte, évidemment, elle a vu de près la relation, mais autrement, sa mère lui a donné toutes ses lettres avec Krishnamurti, qui donc pendant des années n'a pas dit à son ami gestionnaire qu'il était avec sa femme, alors qu'il aurait pu le faire. Hein, ils étaient en mode séparé. Hein, donc, ils ont eu un enfant, ils ont eu sa fille, ils ont eu cette jeune fille là qui a écrit le livre. Et du jour où ils ont eu cet enfant, le mari a dit à sa femme, eh bien, plus rien ne nous oblige à vivre comme mari et femme. Parce que vous savez qu'en Inde, la vie se passe en plusieurs étapes, où on s'engage quelque part au niveau social, on s'engage par rapport à ses parents, mais une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire, ces obligations entre guillemets sociales, être marié et faire des enfants en faisant partie, ensuite on se tourne vers Sanya, normalement, on se tourne vers le spirituel, et on est dégagé des obligations mondaines. Donc lui, il s'était marié, il avait fait un enfant, et donc plus rien ne nous oblige à vivre comme mari et femme. Lui, ce qui l'intéressait, c'était être au service de Krishnamurti. Et donc c'était clair pour eux que chacun faisait sa vie. Hein. Donc il n'y avait pas de tromperie, entre guillemets, à la base. Si ce n'est que Krishnamurti a dit à cette femme qu'il allait dire à son mari qu'ils étaient ensemble. Il ne lui a jamais dit pendant 20 ans. Et une fois donc où la femme, enragée, lui a dit « Mais pourquoi tu mens, Krishna? Pourquoi tu mens ?» Et il lui a dit « Mais parce que j'ai peur. » Et là, la jeune fille dit « Énorme, quand même, lui qui a fondé tout son enseignement sur ne pas avoir peur. » Alors Sandra, quand je lui racontais un peu de ça, elle me dit « Oh là là, ça casse le mythe. Ça casse le mythe. » Je dis « Oui, et en même temps, oui, ça casse le mythe. Et tant mieux. » Je veux dire, mais oui, ça réhumanise. Je veux dire, les mythes mangent la réalité. Grignotent la réalité. Hein, ça n'enlève rien à la richesse de cet homme. Ça n'enlève rien à la puissance de ce qu'il a pu transmettre. En tant qu'instructeur, ça n'enlève rien. Mais je me dis quel dommage. À un moment, un médecin vient d'examiner, en fait, il faisait une néphrite, mais le médecin croyait qu'il avait un problème de la prostate, et il imaginait, et il se disait que c'était normal parce qu'il croyait que Krishnamurti n'avait jamais eu de relation sexuelle. Enfin, je me dis, mais quel dommage, des générations entières qui ont entendu un message en essayant de s'imposer de vivre quelque chose qui n'était pas ce qu'il vivait lui. De vivre une chasteté qui n'était pas ce qu'il vivait, de vivre n'ayez aucun guide. Il a passé sa vie à dire ça alors qu'il entretenait la relation d'ascendance, je dirais, sur toutes les personnes qui venaient à lui. Elle en parle très bien en disant que comment il demandait des fois, voilà, ça allait jusqu'à avoir la même brosse à dents que lui. Enfin, donc ce double discours. Okay, but anyway, just to speak about it in a slightly different way, to speak a little bit more about the psychological predicament that we're in, is that as everybody knows, or as all of you I'm sure already know, one of the principal reasons that so many of us don't develop